Le débat de ce matin, est-ce que le gouvernement camerounais est en train de mentir? À ma droite, Albert Anatolaïssi, directeur de publication du journal Le Cactus qui paraît sur le Triangle national camerounais. Albert Anatolaïssi, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue mes co-panélistes que vous avez le loisir de présenter tout à l'heure. Je salue tous les téléspectateurs de DBS, principalement ceux qui nous écoutent dans le cadre de cette tribune DBS matin, beaucoup de gueules ce matin. Bien évidemment, l'OMS a prescrit un certain nombre de mesures barrières dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au moment où on nous annonce l'arrivée de notre virus, l'antivirus. Alors, parmi ces mesures, je vais citer entre autres les mesures de barrière, c'est-à-dire la distanciation, les mesures de distanciation, le lavage des mains. Alors, est-ce que toutes ces mesures s'appliquent aussi pour l'antivirus? Non, dans le milieu carcéral. Si on peut transposer cela dans notre contexte, dans le contexte africain où nous avons une surpopulation carcérale, une promiscuité qui est, on ne peut plus exacerbée, est-ce que ces mesures peuvent s'appliquer dans ce contexte? Ça, c'est une question à laquelle l'OMS doit apporter réponse. La dernière question, et je chute par là, est-ce que les magistrats vont continuer à envoyer en réclusion, n'est-ce pas, des personnes qui sont condamnées par des peines mineures? Merci en tout cas pour ce coup de gueule ce matin, Albert Anatolaïssi, bienvenue à vous. À ma gauche, André Kissel-Fanga, directeur de publication de la Dépêche du Midi. Bonjour André Kissel-Fanga et bienvenue à vous. Merci Steve de m'avoir invité. Bonjour aux millions de téléspectateurs de DBS. Et bonjour aux panélistes. Et je crois que ce matin, nous allons encore apporter notre contribution au débat pour éclairer la lanterne des Camerounais et de l'Afrique entière. Lui, il est le nouveau en tout cas sur ce plateau depuis la semaine dernière. Il voulait bien sûr faire partie de ce plateau. Eric Crépin-Bicaille, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Eric Pépin-Bicaille. Pépin-Bicaille, voilà. Bonjour, bienvenue. Bonjour Steve, bonjour à l'ensemble de ton équipe et de la co-panélistes. Je veux remercier de m'avoir associé à ce débat républicain pour éclairer l'antenne des millions de téléspectateurs. André Kissel-Fanga, dites-nous, est-ce que le gouvernement n'est pas en train de mentir? Les Camerounais en parlaient encore il y a quelques jours de 66 cas officiellement. D'après le ministre camerounais de la Santé publique, d'ici 4 semaines, on pourra avoir 3800 cas. Si un temps soit peu, on n'est pas déjà dans ce cas-là. Ben, écoutez, je crois que le gouvernement camerounais est dans son rôle de ne pas continuer à apeurer les citoyens, parce que quand vous comprenez au Covid-19, vraiment les Camerounais sont déjà assez apeurés, donc il ne faut pas réajouter. Et je pense que c'est une gestion assez intelligente de la part du gouvernement pour ne pas essayer d'apeurer toutes les populations. Parce que vous savez, le Covid-19, c'est une maladie de la peur, c'est une maladie de la psychose, c'est une maladie qui atteint d'abord le psychique avant de faire son effet sur le corps. Parce que quand on vous dit, on vous donne simplement les symptômes de cette maladie, si on teste 100% des Camerounais, 100% des Camerounais seront positifs à ce test. D'ailleurs, regardez la saison où nous traversons. C'est la demi-saison entre la saison de pluie et la saison sèche. C'est-à-dire, il y a changement climatique entre ces deux saisons. Donc forcément, à un moment donné, il y a souvent le rhume. Exactement, qui va provoquer un rhume, qui va provoquer la fièvre, qui va provoquer la toux et tout le reste. Donc, tous les éléments qu'on dit, qui sont les preuves de qu'on est atteint des symptômes d'un coronavirus sont ce qui sont en train de se manifester maintenant. Donc, si on reste dans cette logique-là, vraiment, ça sera la catastrophe. Donc, c'est pour ça que nous pensons aujourd'hui que la communication est un vecteur important dans cette guerre contre le coronavirus. Si on continue à céder aux pressions, à céder aux ambitions de ceux qui ont pour projet d'éradiquer le noir, vous comprenez un peu? Donc, nous allons tomber dans ce piège-là. Donc, je pense que le gouvernement communique avec prudence. Et c'est véritablement un travail assez compliqué parce que ne faut pas vous poser... regardez les autres... positionnez-vous un peu à la place du gouvernement. Qu'est-ce que vous allez faire face à une population... où les règles d'hygiène ne sont pas véritablement respectées, où les habitudes, parce qu'il faut comprendre que nous les Africains, nous vivons mal, nous vivons dans des conditions exécrables, nous vivons dans des conditions vraiment, si vous allez à Neubel, si vous allez, bon, Kolmintak est déjà devenu peut-être une petite ville, hein, mais à une certaine époque, quand vous alliez en Kolmintak, c'était la galère. Donc, vous comprenez qu'en réalité, si on touche les conditions de vie des Camerounais, nous serons largement
atteints de cette maladie. Donc, il faut aller avec prudence, il faut communiquer sans apeurer les Camerounais. Donc, moi, je pense que le gouvernement essaye de faire sa part. Et quand on vient dire, par exemple, parce que quand j'ai suivi tout à l'heure la chronique, qu'il y a 2 cas de mort et tout le reste, le gouvernement dit qu'il y a un seul cas de mort. Vous comprenez un peu? Parce que celui qu'on dit à Douala qu'il est mort de coronavirus était déjà dans une phase quand même terminale de la maladie. Vous comprenez un peu? Parce que, il avait des problèmes respiratoires, il avait des problèmes de poumons et tout le reste, parce que c'était un fumeur et un buveur de première catégorie, lui-même gestionnaire d'un snack bar. Donc, vous comprenez que c'était quand même quelqu'un qui était dans des dispositions de succomber à tout moment. En tout cas, ce n'est pas à nous de tirer sur lui, un peu à son âme. Non, nous ne tirons pas sur lui, vous comprenez un peu. C'est pour essayer un peu de restituer la vérité. Et quand vous voyez, c'est parce qu'il faut que les Camerounais aillent demander, allez voir son carnet médical, vous comprenez, vous allez comprendre que ce n'est pas le coronavirus qui l'a amené à l'hôpital, il était déjà malade. C'est la même chose pour Manu Dibango aujourd'hui. Comme on est aujourd'hui, on est dans la guerre de communication. Donc, on veut faire comprendre au monde entier que non, une icône comme Manu Dibango peut mourir de coronavirus. Donc, faites attention, ça peut vous toucher. Alors que Manu Dibango était hospitalisé depuis avant l'arrivée avant qu'il ne soit déclaré mort par le coronavirus, parce qu'il avait déjà ses problèmes de santé. Donc, vous comprenez qu'en réalité, on est dans un marketing d'une maladie. Donc, il faut trouver des moyens pour troubler les consciences. Il faut faire croire aux gens que non, vous allez être atteints, comme l'OMS a déjà déclaré que la pandémie sera africaine, comme ils ont fait toutes les autres pandémies, et nous préparer psychologiquement à être atteints par cette maladie. Éric Pépin-Bikaï, votre réaction, justement après la sortie du Premier ministre camerounais hier? Non, il faut dire que il est difficile forcément de se mettre le gouvernement sous le dos en cette période extrêmement difficile et chrysogène due à l'expansion du coronavirus. Oui. Ce qui est sûr, une évidence qui laisse transparaître, c'est qu'il faudrait que nous tous nous optons pour une communication proactive et surtout une communication pédagogique. Dans le cas contraire, on va se retrouver dans les situations de suspicion, comme le disait Hervé Mokoro tout à l'heure. Et ici, dans le cas de cette virus, c'est une maladie qui tue et qui est très mortelle. On a encore en mémoire le système médical italien et français qui est presque à genoux. On voit les médecins au quotidien qui sont à larmes et à pleurer. Et qui sont obligés d'entrer dans la sensibilisation, demandant aux citoyens de rester chez eux, c'est-à-dire de respecter le mot d'ordre du confinement. Dans notre cas, il y a beaucoup de paramètres peut-être qui ne scient pas avec ce concept de confinement qui est une nouvelle expression que forcément plus d'un Camerounais... Jusqu'à preuve de contraire, il faut préciser que le gouvernement n'a pas encore pensé à cela. Hein. Voilà. Mais il y a un certain nombre de paramètres portement qui ne peuvent pas à nous permettre de pouvoir arriver à ça. Il y a tout à l'heure, mon compagnon parlait des us et coutumes qui sont très fortes, basées sur l'entraide, sur la solidarité, la promiscuité également. Voilà. Il y a le facteur économique. Le tissu économique est conçu à peu près de 80% des personnes qui sont dans la débrouillade du secteur informel. C'est-à-dire, pour que quelqu'un puisse rationner à la maison, il faudrait qu'il sorte le matin et pouvoir ramener la ration soit à midi, soit en soirée. Donc, ce sont des paramètres qui sont extrêmement compliqués. Mais d'un autre côté, la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, on ne doit pas se mettre les mesures du gouvernement sous le dos, afin des lois ou les règles d'hygiène édictées par les autorités n'est nullement un acte d'héroïsme. Ça peut s'avérer être un acte d'imbécilité. C'est pas moi qui le dis, c'est Castaner qui le dit, le ministre de l'Intérieur français. Et je trouve que cette citation est si bien avec notre environnement. Il faudrait qu'on essaye, autant que faire le peut, de préserver et de respecter ces mesures-là. Parce que, quels qu'en soient les cas, il s'agit des vies. On a demandé que les enfants restent à la maison pour éviter les contagions au niveau des écoles. Oui. C'est l'occasion de faire en sorte que les parents font que les enfants restent effectivement à la maison, parce qu'il n'est pas demandé que les enfants se baladent au quartier, parce que ça peut également être un facteur de propagation de la maladie. Et de toutes les façons, c'est l'occasion également de rappeler à la solidarité, parce que essayer de dire que telle personne a tort et l'autre a raison, M. Mokoro est mort du coronavirus ou pas parce qu'il était fumeur, ainsi de suite, parce que quel qu'en soit les cas, les thèses qui disent que M. Mokoro, comme disait mon copain tout à l'heure, n'est pas mort du coronavirus, les faits ne l'attestent pas, parce que quelques heures plus tard, on a vu les cosmonautes
rapidement l'enterrer. J'espère que dans ce cas-ci, si on voit les gens habillés en tenue de cosmonaute, ce n'est pas pour indiquer, parce que ceux qui sont habillés en tenue de cosmonaute, c'est pour se protéger. Voilà, c'est pour aller sur la Lune. Et la Lune, vous connaissez les conditions de température de la Lune, sont assez particulières. Donc, mon compagnon ne me dira pas que l'enterrement de M. Mokori ne s'est pas fait selon les us et coutumes Sawa, étant donné qu'il était notable. Et qu'il a été enterré aussi rapidement, voilà, aux alentours de 19h de lundi dernier. Les règles d'hygiène qui encadrent une certaine maladie. Ça peut être le choléra ou ça peut être le coronavirus. Donc, et peut-être on pourrait également se protéger de cette maladie, puisque c'est justement dans la psychose dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Voilà. Albert Anatola, ici, jusqu'à preuve de contraire, on le sait, hein, on parle d'un premier décès sur le triangle national camerounais, et justement le gouvernement camerounais dit non au confinement. Je veux d'abord indiquer, Steve, qu'il faut, dans la chronique de Hervé Moukoui tout à l'heure, j'ai entendu le nom d'un parti politique. Il faut éviter de politiser la santé, c'est-à-dire la situation actuelle. Ça, franchement, il faut que les gens fassent preuve, j'allais dire, d'honnêteté intellectuelle, mais surtout de morale. Ça, c'est important de le préciser. Parce que c'est trop facile de critiquer l'action de l'autre. Qu'est-ce qui est proposé en face? Parce que je me serais attendu à ce que les responsables de ce parti ne sortent autre chose que les critiques non constructives, en fait. Ceci étant, je voudrais, pour répondre à votre question, indiquer que dans le contexte socio-économique actuel, c'est très délicat de décréter un confinement total. C'est très, très délicat. Déjà, du coup, de Yaoundé, on est en train de réfléchir, est-ce qu'il faut décréter un confinement total des villes comme Bafoussam, Douala et Yaoundé, compte tenu justement de la réalité socio-économique. Ça, c'est important de le préciser. Et je pense également que la réponse du gouvernement par rapport à cette pandémie est graduelle. Maintenant, les polémiques autour des décès de coronavirus, de machin et tout ça, c'est pas ça le plus important, à mon sens. Ce qui est le plus important, à mon sens, c'est d'abord le respect des mesures barrières qui ont été prescrites par l'OMS et qui sont implémentées par différents pays. Parce qu'il faut déjà qu'on commence par là. Mesures qui ne sont pas respectées ni par certains. Il ne faut pas oublier que ces mesures ne sont pas. Pour parler de manière générale. C'est-à-dire, vous avez des enfants, au lieu de rester à la maison, où tous leurs parents les envoient plutôt faire du petit commerce, par exemple. Vous avez les vendeurs du sexe, si vous voulez, qui continuent de mener l'activité tranquillement. Et quelquefois en contact avec des expatriés. Ça, c'est une question qu'il faut résoudre. Tout à l'heure, j'évoquais le cas de la population carcérale. On raconte n'importe quoi autour, mais est-ce que, d'une manière générale, et particulière aussi, est-ce qu'on a pensé à cette population? Parce qu'il faut respecter les mesures de distanciation. Bon, vous connaissez le nombre de détenus qui se trouvent du côté de la prison de Nubel, du côté de Bafoussam, du côté de Yaoundé. Est-ce que c'est possible de respecter ces mesures barrières? Donc il faut qu'on soit sérieux, quand on parle des problèmes sérieux. Donc je crois que aujourd'hui le gouvernement fait avec les moyens qu'il a. Mais ce qui est aussi important de préciser, je voudrais insister là-dessus parce que je suis communicateur, c'est notre rôle en tant qu'homme de médias, il faut que l'information, je vais dire, ou du moins la communication autour de cette pandémie soit totalement structurée. Parce que j'ai le sentiment que ce n'est pas structuré. Il faut qu'on sache qui parle de quoi au nom de qui. Tout à l'heure, hier, j'ai parlé dans le cadre de cette tribune, n'est-ce pas, je voudrais parler du centre, n'est-ce pas, de pilote, disons ça comme ça. Oui. C'est-à-dire qui s'occupe, n'est-ce pas, de la gestion de la pandémie au niveau de la ville de Douala. Ça veut dire que si vous avez un souci, vous partez à la délégation régionale de la santé publique pour avoir des informations précises. Maintenant, sur le plan national, qui doit communiquer? Il faut franchement que quelqu'un nous dise qui communique véritablement, parce qu'il y a une sorte de cacophonie au niveau de la communication. Et donc, il faut justement que la communication soit utilisée. Et hier, je me suis amusé à faire le tour de certains services publics. Rapidement, allons-y. Alors, j'ai constaté, malheureusement, qu'il n'y a pas de mesures de prévention qui sont autour. C'est-à-dire que lorsque vous entrez dans un service public, tel que la région, que ce soit dans une mairie ou bien à l'hôtel de ville, j'ai observé malheureusement qu'il n'existe pas un dispositif de sensibilisation ou de prévention. C'est justement ça le problème actuellement sur le triangle national camerounais. André Kizet Fanga, le gouvernement a riposté quand même avec des mesures de restriction qui vont être désormais appliquées avec plus de rigueur, il faut le dire, et des sanctions pour les contrevenants. Peut-on imaginer un temps soit peu que cela va également marcher? Mais ça ne marchera pas. Pourquoi?
Parce que pour arriver, il faut d'abord des moyens pour que ça puisse marcher. Le gouvernement n'a pas de moyens. L'État du Cameroun n'a pas de moyens. L'État du Cameroun est dans une situation critique comme les autres les autres nations. Zone CEMAC et tout le reste. Parce que quand même dans la zone BCAO, ils ont pris des mesures, que ce soit au niveau de la BCAO, donc la zone UEMOA par rapport au De ce côté-là, on a décrété un état d'urgence. Oui, bien sûr. Donc, avec des moyens qui vont accompagner cet état d'urgence, parce que il faut savoir que pour créer, quand j'entends les confinements, les ceci, mais il faut d'abord les moyens pour créer le confinement, parce qu'il faut ravitailler la population. Il faut des moyens pour le faire. Et l'une des choses, et c'est pour ça que nous, les panafricanistes, aujourd'hui, le combat contre la monnaie, vous comprenez un peu, était très important pour nous, parce qu'aujourd'hui, vous voyez qu'en France, en Italie et partout, la planche à billets, ça coule. Et ils impriment comme ils veulent, en quantité, parce qu'il faut absolument prendre soin des populations. Mais nous, alors qui n'avons pas la planche à billets, nous qui attendons les décisions de Paris pour imprimer le franc CFA, nous allons faire comment s'il nous faut de l'argent aujourd'hui? Parce que nous sommes dans l'urgence. Il faut prendre soin des populations, il faut l'argent. Vous comprenez qu'en réalité, on sera tous cloîtrés, nous serons dans des difficultés. Si ce n'est pas coronavirus qui va tuer les Africains, ça sera la galère, la famine qui va tuer les Africains. Et pour faire une légère digression par rapport, j'ai vu une publicité d'un parti politique de quelqu'un qui dit que oui, vous nous demandez de laver les mains, où est l'eau? Vous comprenez un peu, suivez mon regard, où est l'eau? Lui-même n'a jamais creusé un puits, même dans son propre village. Il n'a jamais donné même de l'eau à une population. Alors lui, en tant que leader, en tant que ministre du gouvernement de Paul Biya, même en tant qu'élite, même pas un puits d'eau. S'il veut, vous prenez la référence, il peut nous montrer un seul puits d'eau en tant que leader qu'il a creusé pour une population. Donc, vous comprenez qu'en réalité, avant de critiquer, il faut d'abord se regarder soi-même. Si on a apporté même quelque chose à ces populations-là. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à faire de la politique où il y a des cas urgents, où il y a des choses à se dire en réalité. Nous ne pouvons pas dire, ok, le Premier ministre a fait une concertation hier, on a respecté les règles prescrites par ce même gouvernement et l'OMS. Mais est-ce que les populations qui sont là, quand vous allez au marché chinois, verra quoi? Vous allez trouver 500 personnes entassées avec les Chinois qui sont suspectés, parce qu'on dit que Donald Trump s'appelle le virus chinois. Vous comprenez un peu le virus chinois. Donc vous allez trouver 500 personnes entassées avec des Chinois qui sont même allés en Chine en cette période-là acheter de la marchandise et revenus au Cameroun. Donc vous comprenez qu'en réalité, il faut prendre des mesures, vraiment c'est des mesures assez importantes. Mais comme le confrère disait tout à l'heure, nous avons une population qui vit le jour le jour. Avec ce genre de population, alors là c'est très difficile de prendre des mesures drastiques. Parce que vous n'allez pas demander à quelqu'un qui rationne sa femme dans l'après-midi. Parce qu'il faut d'abord qu'il fasse sa moto, il faut d'abord qu'il fasse son pouce-pouce, il faut d'abord qu'il vende de l'eau glacée au bord de la route pendant peut-être toute la journée pour avoir 1000 francs, 2000 francs avant de rentrer à la maison rationnée. Donc, vous n'allez pas lui dire que non, monsieur, stoppez, vous n'allez plus, et il va vivre comment? Et aujourd'hui, vous savez que les enfants sont à la maison. Tout le monde est à la maison. Ça veut dire que quand tout le monde est là, il n'y a plus de solidarité parce que chacun reste chez soi maintenant. Le bout de pain que ton enfant pouvait se partager avec son camarade à l'école et sa famine passe, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Tu vas lui donner à manger, veut ou pas, parce que cet enfant-là est devant des yeux du matin jusqu'au soir. Donc, il faut trouver des moyens, il faut que l'État trouve des moyens avant de déclarer l'état d'urgence ou bien de faire le confinement. Donc, il est très urgent que nous puissions revoir notre problème de la monnaie. Que le gouvernement et les chefs d'État qui nous gouvernent puissent prendre une décision par rapport au franc CFA, parce que c'est un problème aujourd'hui urgent, vous comprenez un peu. Nous devons avoir notre propre monnaie, nous devons tirer les billets comme nous voulons, parce qu'il faut distribuer de l'argent au Cameroun, ça, parce qu'en France on en distribue. Parce que si aujourd'hui on prend des mesures pour accompagner les populations dans leurs restrictions, dans leur réclusion, dans leur confinement, on prend des mesures pour les protéger, alors pourquoi pas nous? Nous sommes capables de le faire parce que nous avons les moyens, et si nous avons les moyens, nous pouvons accompagner ces populations-là. Donc, il est très urgent que nous puissions nous remettre en question et savoir que les mesures, oui,
le gouvernement va prendre des mesures fortes et tout. Mais comprenez que la population est pauvre. La population est justement pauvre, on se rappelle, hein, pour mettre un peu d'eau dans votre vin, pour faire savoir d'ailleurs à l'un téléspectateur que la Banque Centrale Européenne a pris d'ailleurs des décisions de renflouer d'ailleurs les banques et surtout d'aider les grandes entreprises. Je me tourne justement vers Eric Pépin-Bicaye. Jusqu'à preuve de contraire, on le sait, la mise en quarantaine totale est porteuse de lourdes conséquences économiques, sur le plan d'ailleurs, hein, il faut le dire, socio-économique. Oui, c'est une évidence, mais n'oubliez pas également que c'est un facteur de frein de la propagation de la maladie. Aujourd'hui, la Chine arrive à passer 5 jours, notamment au niveau du grand foyer du Wuhan, sans toutefois qu'il y ait un cas déclaré. C'est dû aux mesures strictes de mise en quarantaine. Les Italiens, qu'on estime aujourd'hui être le pays qui paie le plus le tribut, il y a un côté un peu sociologique qui ressemble un peu à l'Afrique et au Cameroun. Les Italiens sont des très grands viveurs. Et les Camerounais, à défaut d'être des très grands vivants, sont des gens qui aiment la vie. Ça veut dire que si on ne peut pas transposer, c'est vrai que les espaces sociologiques ne sont pas les mêmes, ou alors les espaces économiques ne sont pas les mêmes, mais si on veut adopter la mauvaise habitude par rapport à cette maladie, si on risque forcément d'arriver à des conséquences irrémédiables. André disait tout à l'heure qu'il faut de l'argent, mais on n'a pas le temps de réfléchir. On a tout le temps de prendre des décisions qui soient idoines pour sauver notre population. Si on doit parler du panafricanisme avec des problèmes de monnaie, des problèmes de colonisation, des problèmes peut-être de politique, comme disait André Anatole tout à l'heure, on ne va jamais sortir de l'auberge. Entre-temps, la maladie ne fait que se propager. Il ne faut pas oublier que pendant que la maladie se propageait en Chine, il y avait des contacts commerciaux entre les commerçants camerounais et les commerçants chinois. Ils n'ont pas arrêté leur ravitaillement. Il y avait des vols entre quand même quand la maladie est arrivée en Europe, il y a toujours eu des vols. Donc ça veut dire que avant qu'on ne prenne des mesures la semaine dernière, il y avait déjà des fortes suspicions que la maladie soit en circulation sur le territoire camerounais. La preuve, les cas de Bafoussam. Présage du fait que longtemps avant, les voyageurs sont arrivés sur le territoire et se sont mis en contact avec les Camerounais. Bon, peut-être. Il y a également un côté psychologique, pour revenir peut-être sur l'aspect socio-économique qui planait sur cette maladie. On disait que c'est un virus qui ne tue pas les Noirs. Mais on a un système immunitaire d'un être humain, il est unique. C'est-à-dire on est censé avoir un même système immunitaire, même si on a des couleurs de peau différentes. Donc, sur le plan socio-économique, comme disait, pour revenir à votre question, Steve, on va prendre un coup. Ça, c'est certain. Parce qu'on a d'abord cette faiblesse d'avoir une économie extravertie, c'est-à-dire qui dépend peut-être à 80 à 85% des investissements étrangers, ce qu'on appelle généralement les IDE. Bon, notre tissu économique, il n'est pas assez structuré, mais ce n'est pas ça le questionnement. Le questionnement aujourd'hui, c'est de sauver nos populations, c'est-à-dire de mettre des mesures qui soient idoines et qui tiennent compte de l'aspect socio-économique de notre espace. Ces mesures-là, peut-être, ne peuvent pas être rapidement implémentées, mais il faudra qu'on commence. Parce qu'il faut tenir compte de cette sensibilité-là. Nos populations, pour la plupart en zone rurale, ont des caractéristiques des populations rurales. Et là, il faut le tenir, parce que tout à l'heure, on ne parle que de la maladie au niveau des zones urbaines. Or, le Cameroun, ce n'est pas Douala et Yaoundé, accessoirement Bafoussam. Il faut penser aux zones comme Garoua, aux zones comme Maroua, qui sont des milieux où les conditions hygiéniques sont déjà dégradées. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont de très grands foyers de choléra. Il faut penser aussi aux zones rurales, comment faire pour encadrer toutes ces populations-là. Donc, des mesures restrictives, oui, dans une moindre mesure, mais il faut trouver un palliatif pour continuer à faire vivre nos populations, pour continuer à ravitailler les populations. Et sans oublier bien sûr les villes, hein, sont les populations locales, il faut le préciser, villageoises, et qui ravitaillent également les villes. Je suis d'accord, c'est-à-dire c'est un mariage qui est interconnecté entre la campagne et puis la ville. La ville, justement. Albert Anatole, ici, il y a quand même un pan qui a été oublié, j'ai besoin qu'on s'apesantisse là-dessus ce matin. Aujourd'hui, les enfants sont à la maison, ça va faire bientôt 2 semaines. Messieurs, qu'est-ce qui a été prévu? Va-t-on vers une année blanche? Oui, je voudrais faire une légère digression rapidement. Très rapidement. Je pense que la lutte contre le Covid-19, oui, ça n'intéresse pas que le gouvernement. J'attends d'entendre le son de cloche de l'Union africaine par rapport à cette pandémie. C'est quand même une institution. Aucune réaction jusqu'à maintenant, hein, Albert Anatole. J'entends d'entendre le son de cloche des banques centrales. Parce que là, les banques centrales doivent prendre leurs responsabilités. Nous sommes là dans la macroéconomie et peut-être avec un décalage au niveau de la microéconomie. Donc j'attends ces 2 sons de cloche. Maintenant, l'année blanche, je crois qu'il va falloir que le gouvernement innove, pour une fois.
Parce que si le gouvernement n'innove pas, justement, on va aller tout droit vers l'année blanche, du moins pour ce qui concerne les établissements primaires et secondaires. Parce que la semaine dernière, j'ai suivi le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, tenir une grande réunion de consultation avec les collaborateurs, avec les universités des grandes écoles, dans l'optique de trouver des alternatives pour continuer à dispenser des cours étudiants. Maintenant, je crois donc qu'il va falloir que justement le gouvernement soit proactif, parce que jusque-là, le gouvernement a été proactif, hein, Albert Anatola. Ici, on a vu depuis un bon bout de temps, les enfants sont à la maison, ils font rien. Non. Pourtant, on allait justement, on s'est dirigé vers les vacances du second trimestre. C'est pas tout le gouvernement qui est proactif. Je suis désolé, Steve. Je crois qu'il y en a qu'hier ou avant-hier que le ministre des Affaires sociales a pensé sortir de son mutisme en prescrivant aux parents de ne plus envoyer les enfants faire le petit commerce en route, de les sensibiliser. Donc c'est pas... Or, j'ai le sentiment qu'on a laissé cette affaire de Covid-19 aux épaules du ministre de la Santé publique. Or, il ne s'agit pas seulement d'une affaire du ministère de la Santé publique, c'est une affaire multisectorielle. Il faut prendre cet aspect en compte. Donc, il va donc falloir, d'une manière générale, parce que je me serais attendu quand même que le Premier ministre, chef du gouvernement, nous dise quelque chose par rapport justement à l'année scolaire. Il n'a rien du tout. Il a plutôt... on attend toujours le ministre de l'enseignement de base, des enseignements secondaires également. Il y a un certain nombre de textes qui ont été pris notamment par le ministre des Transports, notamment par le ministre du Commerce, par rapport à ce qui a l'objet de mon coup de gueule d'hier. Oui, c'est bien de signer un texte, mais qui va veiller à ce que ces mesures, ces prescriptions soient suivies des faits sur le terrain? C'est là la grande question. André Kizabanga, messieurs, je reste... augmenter au marché. Hein. Je voulais juste rapidement, je parle... Affaire de code. Il faut dire que, comme le disait un certain nombre d'autorités, j'ai suivi le Premier ministre italien, Antonio Conte, à l'arme. Monsieur, nous sommes au Cameroun. Hein. Moi, je veux les mesures qui ont été prises au Cameroun, rien du tout. Le préambule du monsieur Macron, il dit, nous sommes en guerre. Je vous assure, présentement aux États-Unis, il y a des États qui ont décrété une année blanche, c'est-à-dire la fermeture des écoles jusqu'en fin d'année. Parce que quoi, l'un des vecteurs de propagation de ce virus est le contact humain. Et il n'y a pas un espace de socialisation. Est-ce qu'on ne peut pas innover, comme disait Albert Anatola ici, avec peut-être, je ne sais pas, donner des cours à distance? C'est une pandémie qui nous prend de court. Nous n'avons pas les moyens financiers pour pouvoir supporter les conséquences de cette pandémie. Il est important pour nous de prendre des mesures qui puissent faire en sorte que cette pandémie ne puisse pas se propager. Vraiment, les cours à distance, notre tissu, notre technologie au niveau social est d'abord, du moins, ça ne permet pas de faire ce type d'initiative. Donc moi, c'est mon point de vue, en tant que peut-être leader d'opinion, c'est que le gouvernement doit se concentrer à trouver les ressources humaines et financières pour juguler et limiter la propagation de ce virus. Et les autres éléments peuvent être périphériques. On peut justement, mais ce n'est pas ça le nœud gordien de la résolution de cette pandémie. L'école, on a suspendu l'école parce que ça peut être un vecteur de propagation du virus. Donc pendant ce temps, les enfants qui sont à la maison vont rester dans l'ignorance? Non, ils ne sont pas dans l'ignorance, quel qu'en soit les cas, c'est une suspension qui peut reprendre à tout moment. À partir du moment où on se rend compte que le virus est atténué. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant qu'on met les mesures sur pied, il y a le corps de la médecine qui est en train de s'activer pour trouver l'antidote. Aujourd'hui, il y a un débat tout autour qui tourne sur l'utilisation de la chloroquine. Et au niveau local, nous également, nos chercheurs également essayent de mettre un certain nombre d'hypothèses pour essayer d'apporter des mesures préventives par rapport à cette pandémie. Mais pour le moment, je pense que c'est un faux débat. L'école est suspendue. Qu'est-ce qu'on fait? Pour le moment, la crise... Non, j'insiste sur l'école, hein, monsieur. André Kizabanga, jusqu'à preuve de contraire, on parle des écoles qui sont fermées depuis quelques semaines déjà, disons-le ainsi, et jusqu'à preuve de contraire, on le sait, notre tissu éducationnel n'est pas en très bonne forme, hein, il faut le dire d'ailleurs. Hein. Les élèves ne sont pas souvent de très bons élèves, comme ce fut le cas encore il y a quelques années. Si on les laisse encore une année blanche, est-ce qu'on va pas s'enfoncer de plus en plus dans l'ignorance? Moi, j'insiste sur l'ignorance. Mais écoutez, on est déjà enfoncé parce qu'on nous a déjà d'abord donné Internet et la télévision qui nous a abrutis. Au lieu de nous donner une éducation de qualité. Il n'y a pas de livres. Donc, écoutez, nous pensons aujourd'hui que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est un cheminement, est un programme bien élaboré, parce qu'on est en train d'aller vers
quelque chose de unique. Parce que quand vous allez regarder tout ce qui est en train d'être fait, les enfants sont à l'école aujourd'hui. Les parents n'ont pas de moyens. C'est pour que qui nous éduquent alors, pour que c'est la télé. La télé mensonge, pas DBS, parce qu'au moins DBS au moins dit la vérité, au moins sur certains cas, il nous invite. Parce que vous allez trouver la télévision mensonge et quand vous écoutez les débats, j'ai écouté dans telle télévision, on a dit ceci. Vous comprenez un peu. Oui. Vous dites ceci qui n'est même pas une vérité, parce que qui n'est même pas vérifié. Parce qu'en réalité, cette télévision est championne de fake news ou bien championne de contre-vérités du gouvernement. Comme on est en opposition avec le gouvernement, en réalité, cette télévision ont une casquette politique cachée. Vous comprenez un peu? Donc, qui est de s'opposer à tout ce que le gouvernement fait. Donc, aujourd'hui, nous avons un problème, c'est que les parents doivent aussi prendre la responsabilité de l'éducation de leurs enfants, parce qu'en réalité, l'heure qui devait passer au bar, heureusement qu'on a aussi fermé les bars et les snack bars et les restaurants jusqu'à 18h. Jusque donc, c'est ouvert du matin jusque donc, à partir de 18h, le parent qui devait être au bar ou bien dans un snack bar a maintenant le temps d'ouvrir les cahiers de ses enfants, parce que je connais des parents, je connais des parents qui ont fait des années qui n'ont jamais ouvert le cahier de leur enfant, donc ils ont maintenant l'opportunité. Je pense que c'est un palliatif où la responsabilité parentale maintenant doit prendre le dessus, doit prendre le relais de l'éducation aujourd'hui. Bon, ok, si les parents n'ont pas de capacité, mais il y a des répétiteurs à domicile qui peuvent faire ce travail-là. Donc, vous comprenez que il y a un répétiteur qui peut également revenir avec le Covid-19. Hein. Mais il peut être testé. Là, de contact humain, ça va également être intégrable. On essaie de compliquer la situation au maximum avec Covid-19, mais il faut comprendre une chose, nous avons des responsabilités. Et cette responsabilité aujourd'hui, c'est que si nous sommes parents, nous avons des enfants à la maison, nous devons prendre en charge cette éducation, parce qu'en réalité, Covid-19 est une opportunité de ressouder les liens familiaux. Parce qu'en réalité, il y a des parents qui ne voyaient pas leurs enfants. Vous comprenez un peu? Quand ils rentrent le soir, c'est à 23h. Ce n'est pas encore le confinement. Mais ce n'est pas encore le confinement. Au moins là, quand ils rentrent à 18h, parce qu'au moins tout est presque fermé à 18h. Le bar est fermé, le restaurant est fermé. Bon, il n'y a que les motels et les auberges qui sont toujours ouverts. On ne sait pas si il fallait aussi trouver une mesure. Vous comprenez un peu pour ces motels et auberges. Donc, pour permettre à certains parents aussi de rentrer rapidement chez eux. Rentrer aussitôt chez eux. Donc, vous comprenez qu'en réalité, c'est une opportunité aussi, ce Covid-18, de cultiver, le Covid-19, pardon, de cultiver, d'où bien de ressouder les liens familiaux. Parce qu'il y a eu trop de désordre. Et c'est justement parce que le tissu familial. Parce que, je vous dis, parce que ça, là, j'aborde une autre casquette. Allons-y rapidement, messieurs, le temps nous est imparti. C'est parce que, justement, les liens familiaux ont été brisés que l'ennemi a pu prendre le dehors, a pu dissoudre l'éducation aujourd'hui. Maintenant, la responsabilité revient aux parents de prendre soin de leurs enfants, de leur progéniture. Alors on peut dire finalement, Albert Anatola, ici que malheur est bon à quelque chose, puisque si le Covid-19 est là aujourd'hui, les parents peuvent ressouder les liens avec leurs enfants, avec leur famille, ou alors peut-être mari et femme pourront maintenant se voir un peu plus tôt. Bon, disons que je vais bien savoir. Il y en a. Vous savez, quand c'est foutu aussi. Hein. C'est-à-dire que même quand ici il y avait déjà une crise conjugale, c'est pas le Covid qui va régler ça. Hein. Oui, ça c'est la vérité. Donc, mais puisque moi j'en connais des petits malins qui continuent quand même de se balader, ils rentrent chez eux tard, et, justement à regarder ceux qui sont allés rendre visite à tel ou tel parent, à tel ou tel ami. Donc, je pense que ça ne va pas résoudre le problème. Parce qu'aujourd'hui, pour certains qui avaient peut-être prétexte que j'ai tout le boulot, j'ai un des dossiers à traiter, ils ne pourront plus avoir de prétextes. Oui. Mais je vous dis que quand c'est foutu, c'est foutu. Cependant, puisque nous sommes bientôt à la fin, je voudrais insister sur le fait que lorsque nous sommes en guerre, c'est-à-dire qu'il s'agit de la guerre bactériologique qui touche la santé des populations camerounaises, quel que soit leur clivage, il n'y a plus de clivage. C'est-à-dire que ranger vos armes politiques dans les placards, rangez vos opinions politiques dans les placards. Ça, c'est-à-dire sortir les opinions politiques à un moment aussi critique, quel que soit ce que le gouvernement est en train de faire. Je pense que si vous avez quelque chose à dire, que ce soit quelque chose de constructif,
et non franchement des négatifs qui vont emmerder tout le monde. Exactement. Donc, on comprend que tout le monde doit participer, tout le monde doit justement apporter sa pierre à l'édifice pour que le pays se sorte d'ailleurs de cette crise sanitaire. Messieurs, j'insiste sur l'éducation des enfants, maintenant qu'ils sont à la maison. Maintenant qu'ils ne font rien. Non, moi je pense, parce que je suis de ce milieu-là, oui. J'insiste, c'est une pause. C'est juste une pause? Oui, parce que tout à l'heure... Donc vous dites qu'on ne se dirige pas vers une année blanche? On ne se dirige pas, certainement, on ne se dirige pas vers une année blanche. Tout à l'heure... Alors que le ministre de la Santé publique nous a dit que d'ici 4 semaines, on pourra avoir 3800 cas de coronavirus. Le problème, c'est que le dire semble être facile. Mais je vous assure, si on a 4800 cas de coronavirus dans la seule ville de Douala, c'est une ville qui va craquer. Comme on est en train de voir les villes en Europe en train de craquer. C'est une ville qui va craquer. Il ne faudrait pas qu'on arrive là. Moi, c'est mon point. Mais comment faire pour ne pas en arriver là? Je ne suis pas en train de voir une ville comme Douala gérer 4800 cas de coronavirus. C'est impossible, c'est impensable. Elle va craquer. Donc, les mesures qui sont prises, notamment le fait que les enfants puissent rester à la maison, pour moi, je pense que c'est une mesure salutaire. Année blanche, peut-être, ça sonne mal parce que vous parlez du niveau des enfants qui baissent de jour en jour, c'est normal. Il y a également la qualité de l'enseignement et puis l'introduction d'un certain nombre de concepts qui ne ciblent pas avec notre environnement, parce que l'environnement et l'éducation est d'abord une histoire d'environnement et de culture. Quand l'éducation devient une histoire d'un environnement transposé et d'une culture transposée, ça cause un problème. Donc ça veut dire qu'on a des citoyens, mais on n'a pas les citoyens qui, si à un environnement précis, on a accessoirement les citoyens du monde qui s'éduquent à partir de l'environnement. Ça, c'est un concept, ça, c'est le passé. Maintenant, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que on a fait le constat selon lequel l'un des vecteurs de propagation peut être, ça peut venir des milieux scolaires. C'est vrai que les études prouvent que jusqu'à présent, il n'y a aucun enfant qui soit décédé du coronavirus. Mais il faut toujours être sur la défensive. Il y a encore un autre facteur de grand rassemblement, les marchés. La stratégie aujourd'hui, c'est comment trouver les solutions pour qu'il n'y ait plus de grands attroupements dans ce milieu de ravitaillement. C'est ça le débat. Bon, une année blanche, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on doit arriver, mais si c'est qu'on doit arriver à une année blanche pour sauver des milliers de vies, moi je suis d'accord, je suis partant. Et je suis éducateur. Donc pour vous, si on peut aller vers une année blanche, vous sauver des vies, c'est la chose la plus importante à faire jusqu'à aujourd'hui. Mais messieurs, André Christophe Fanga, je vais quand même insister sur un autre pan, surtout de ce Covid-19. Jusqu'à preuve de contraire, il n'y a plus de rapprochement. Il y a une distanciation, comme le disait d'ailleurs Albert Anatola ici il y a encore quelques minutes, d'1 mètre. Il y a également une distanciation d'1 mètre entre son épouse et votre épouse et vous. On se mélange. Non, je pense qu'il n'y a pas de... Non, je répondais à ma question. Il y a une distanciation d'1 mètre entre vous et votre épouse. Non, c'est pour ça que j'ai parlé. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que bientôt on va plus s'embrasser. Et il y aura justement plus de solidarité, d'identité africaine. Mais c'est pour ça que je dis une chose. Il y a une guerre qui est en train d'être préparée, c'est la séparation. Mais profitons, comme on parle de confinement, qu'on puisse ressouder les liens. Vous comprenez un peu, peut-être il y a eu des distanciations, des distances par le passé. Par le passé et tout. Mais maintenant, une occasion de se rapprocher. Bon, okay, je ne vais pas entrer dans la même logique que Albert en disant que non, quand c'est gâté, quand c'est pourri, c'est pourri. Non, nous pensons que ça peut être une occasion parce que je dis bien, ok, nous qui lisons les Saintes Écritures, nous pensons que c'est un moment opportun de ressouder les liens familiaux, de se ressouder, de reconstruire la famille, parce que l'un des objectifs de l'ennemi de ce siècle, du diable pour le citer ainsi, n'est-ce pas, c'est de créer la division. Vous comprenez un peu parce que... Justement, je parle de cette division. À un moment donné, même avec votre voisin, vous serez divisé, vous n'allez plus vous entendre. Mais bien sûr, c'est dans cette logique-là, donc, c'est-à-dire l'écartement, il faut que non, chacun se tienne à distance, se tienne à carreau en réalité. D'abord, c'est pour détruire le socle social africain. Parce que nous, les Africains, nous avons appris à manger dans un plateau. Nous n'avons pas appris à manger dans les plats. Vous comprenez un peu? Les plats, c'est un facteur de division. La cuillère, c'est un facteur de division. Alors que le plateau, c'est un facteur d'union. Et on mangeait. Et nous mangeons avec les mains. Donc, mangeons avec les mains. Signe de communion fraternelle. Donc, vous comprenez un peu. Donc, ils ont déjà réussi à nous diviser dans ce sens-là. Maintenant, ils veulent encore nous diviser dans un autre sens que non. Je ne dois plus m'approcher de mon frère Bikaï qui est à côté de moi. Non, monsieur Steven, vous êtes un danger potentiel pour moi. Donc, il faut rester à distance. Et d'ailleurs, maintenant, on va aussi dire que mon
mon épouse ou bien les enfants sont aussi un problème. Donc, chacun doit rester dans son coin, chacun doit créer son cadavre. Non, nous pensons aujourd'hui qu'il faut être prudent. Il faut être prudent pour ne pas céder à la psychose. Parce qu'en réalité, la maladie que nous sommes en train de combattre aujourd'hui, elle est d'abord psychologique. Vous vous rappelez d'une certaine époque quand le sida venait d'arriver. Dès qu'on vous annonçait que vous avez le sida, vous êtes déjà mort. Vous comprenez un peu? Donc, il y a ceux qui se suicidaient même dès qu'on leur annonçait. Et la preuve en est, il y a même ceux qui n'avaient même pas le sida. Mais parce qu'ils présentaient quelques symptômes, alors le médecin annonçait directement que non, ça c'est les symptômes du sida. Donc, vous comprenez qu'en réalité, on a été formé pour tuer. Les médecins ont été formés pour la plupart pour tuer. Parce que vous vous rendez compte, vous arrivez dans un hôpital. Le médecin, il vous fait le diagnostic. Après, il vous pose la question, mais comment tu as fait même pour arriver ici? Normalement, tu devais être déjà hospitalisé. J'ai dit, mais comment j'ai pu arriver avec mes propres pieds? Et vous me dites que non, je devais normalement être hospitalisé. Vous comprenez le choc psychologique que ça me fait? Donc, vous comprenez qu'en réalité, on nous provoque la maladie, on nous met dans les dispositions à accepter la maladie pour que nous puissions nous faiblir psychologiquement et que ça soit dans notre éducation, que ça soit dans nos familles, on nous met dans des dispositions et c'est pour ça que des messages subliminaux sont en train de passer. Parce que je vous rappelle encore, cette histoire de Manu Dibango, c'est pour vous dire que si une grande star, avec tous les moyens, comme Manu Dibango, a pu mourir du coronavirus, toi aussi tu peux mourir En fait, on est en train de nous préparer que non, à la maladie que accepter. Et en dehors de ça, il y a une préparation des vaccins qui arrive. Vous le savez bien sûr. Vous savez que l'industrie pharmaceutique, c'est l'industrie la plus puissante du monde. C'est l'industrie la plus importante du monde. Donc, la plus rentable et la plus puissante. Parce que les armes ne vaut rien devant un médicament. Hein. Vous êtes prêt à tronquer votre arme pour un comprimé. Donc, vous comprenez qu'en réalité, aujourd'hui, c'est cette industrie-là, aujourd'hui, qui est à la manœuvre parce qu'elle veut qu'on reconquérir le monde. Et la plupart des économies, aujourd'hui, sont quasiment à la botte ou bien sous le contrôle de certains individus parce que la plupart des entreprises ont été rachetées. Parce qu'il y a un choc économique qui se prépare. Hein. Justement, un grand choc économique qui se prépare, mais si on parle également de choc psychologique, je vais revenir toujours sur le cas des enfants. Aujourd'hui, certains parents n'arrivent plus à embrasser leurs enfants lorsqu'ils rentrent chez eux le soir. À un moment donné, quand ils arrivent, ils disent non, peut-être que je suis atteint de coronavirus, peut-être que je suis atteint du Covid-19, sûrement j'ai pu l'attraper quelque part, alors je vais être prudent de ne pas embrasser mon enfant. Cela ne va-t-il pas créer à un moment donné un choc psychologique dans la tête de l'enfant qui sait que le soir, lorsque son père ou sa mère arrive, il doit forcément l'embrasser? Je voudrais vous dire quelque chose qui va peut-être scandaliser certains de vos téléspectateurs. Jusqu'ici, nous menons des débats sur le plan sanitaire de la pandémie, nous menons des réflexions sur l'impact social de la pandémie, mais nous n'avons pas encore engagé une réflexion sur l'impact géostratégique de la pandémie. Pourquoi a-t-on créé en laboratoire ce virus? C'était quoi le projet? Il était destiné à qui? Le problème est le suivant, Albert Anatola, ici, il est déjà là. Non, maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Je suis en train de dire que c'est pour en fait, je suis en train de répondre à votre question. Hein. Oui. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que vous avez un continent qui a ses réalités, le continent africain, notamment le continent le continent noir, oui, qui a ses réalités. Nous vivons dans les communautés, dans la promiscuité. Nous aimons le contact. De l'autre côté, ils ont été dans leur société capitaliste, ils sont individualistes. Exact. Donc ça veut donc dire qu'ils sont en train de nous ramener dans leur schéma, dans leur mode de fonctionnement. Je crois que je ne peux pas ne pas embrasser mon enfant quand il arrive chez moi. Ça, c'est pour rien du monde. Parce qu'un enfant a besoin de contact. Du contact de son papa, de sa maman. Ça construit, ça participe dans son construit affectif, j'allais dire. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut donc qu'on puisse mener une réflexion. En tout cas, les sociologues, les anthropologues, les psychologues, qu'on puisse mener une réflexion d'ensemble par rapport au projet géostratégique du Covid-19. C'est important. Oui. Maintenant, à la maison, si un parent n'a pas souvent été proche de son enfant, je ne suis pas certain qu'il le sera parce qu'il est confiné ou bien parce qu'il est obligé d'être en quarantaine. Il n'y a pas encore de confinement, mais bon. Parce que ces choses-là sont naturelles. Moi, je connais des familles où lorsqu'un papa est à la maison, les enfants sont dans la chambre.
parce que c'est comme ça. Donc je crois que c'est pas parce que il y a la pandémie de Covid-19 qui sévit que ça va ramener forcément certaines bonnes habitudes dans certaines familles, non. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que quand c'est foutu, c'est foutu. Quand ça va être bien, ça va être bien. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, il faut aussi éviter de créer la psychose. Ça c'est important aussi de le dire. Comme il indiquait tantôt, le gouvernement est en train de gérer la situation de manière graduelle, mais sauf que je voudrais quand même qu'on me dise où sont passés les mousquetaires d'un certain vol Air France qui sont dans la nature. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un tracking. Combien de personnes ont été en contact avec ces personnes. Donc je pense qu'aujourd'hui, on devrait, à mon avis, à mon sens, questionner forcément le fonctionnement de l'UE. À quoi ça nous sert l'Union africaine? Pourquoi est-ce que jusqu'ici la BCAO, pourquoi est-ce que jusqu'ici la BEAC n'ont pas encore sorti la planche à billets? Parce que c'est aussi un problème essentiel.